Est-ce que vous savez que dans Stranger Things, dans le premier épisode de la première saison, on peut voir Vecna, le grand méchant de la saison 4, juste avant que Will disparaisse? Qu'au début de la saison 2, Murray nous spoil toute l'intrigue de la saison 3, que justement dans la saison 3, en arrière-plan de cette scène, on peut voir 11 et Max qui ont voyagé dans le temps pour revivre cette journée, ou encore que dans la saison 4, la conseillère d'orientation est en fait une espionne de Vecna qui lui apporte toutes ses victimes, et que la scène la plus légendaire de la série est entièrement spoil par les tatouages d'Eddie dans le premier épisode. Dans cette vidéo, on va découvrir ensemble les 100 plus grands secrets et détails cachés dans Stranger Things. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que les secrets les plus fous de la série sont dans la saison 4. Et évidemment, juste avant de commencer, attention, si vous n'avez pas vu les 4 premières saisons, il va y avoir pas mal de spoils. Pour commencer, on va se diriger vers la saison 1 et on va directement attaquer avec un secret qui est juste incroyable. En effet, est-ce que vous vous souvenez de ce son terrifiant dans la saison 4 ? Vous savez, c'est ce son mythique qui dit qu'une personne va se faire attaquer par Vecna. Et ben est-ce que vous savez qu'on peut entendre ce même son dès le premier épisode de la première saison? En effet, lorsque Will rentre seul chez lui, il finit par se faire surprendre et tombe de son vélo. Et écoutez bien. On entend exactement le même carillon que dans la saison 4. Et c'est pas tout, parce qu'en effet, si on avance un peu plus loin dans cette scène, on voit que Will se fait poursuivre, et au moment où il arrive chez lui, il essaie de téléphoner pour appeler à l'aide, mais en regardant vers la porte, on se rend compte que le Démogorgon déverrouille la porte sans la toucher. Mais en fait, avec cette scène, il y a un problème, c'est que dans la série, à aucun moment, on voit les Démogorgons utiliser la télékinésie, donc le fait de déplacer des objets par la pensée. Mais alors, comment c'est possible que dans cette scène, ils réussissent? Et ben vous savez qui a ce pouvoir de télékinésie? Vecna. Et oui, dès la saison 1, Vecna était déjà présent, et lorsqu'on voit la porte se déverrouiller toute seule, c'est en fait l'œuvre de Vecna qui va ouvrir la porte pour son Démogorgon. Est-ce que vous vous souvenez comment Will fait pour tenir aussi longtemps dans le monde à l'envers? Il écoute la chanson que son frère lui a fait écouter, Should I Stay or Should I Go? Et qu'est-ce qu'on apprend dans la saison 4 pour Max? Qu'il faut qu'elle écoute de la musique pour échapper à Vecna. Vous croyez vraiment que c'est un hasard? Personnellement, je pense plutôt que Vecna est présent depuis le début, et je peux même vous dire qu'on l'a vu, parce qu'en effet, si on remonte un peu la scène avec Will, à un moment il se fait surprendre par une ombre, et si on met pause sur cette ombre et qu'on l'observe bien, depuis toujours on se dit que c'est un Démogorgon, mais en fait cette ombre elle ressemble bien plus à celle de Vecna, et l'un des principaux arguments c'est que regardez bien sa main gauche, on peut voir qu'elle est beaucoup plus grande que sa main droite, et c'est exactement le même détail physique qu'à Vecna. Donc Vecna est en fait présent depuis le premier épisode de la saison 1, et vous allez voir Vecna est présent dans toutes les saisons, et pourtant personne ne l'avait vu. Bon, si on revient maintenant vraiment au tout début de la saison 1, vous vous souvenez forcément de cette partie de Donjons et Dragons entre Mike, Dustin, Lucas et Will, et c'est un secret qui est assez connu, mais en fait cette première scène de la saison 1 spoil toute la saison. En effet, dans cette partie, Will doit affronter un Démogorgon, littéralement ce qui va lui arriver par la suite. Au final, on apprend que le Démogorgon finit par attraper Will. Le Démogorgon, il m'a eu. Comme ce qui va arriver quelques minutes après. Et ce qui est drôle, c'est que justement pour essayer de battre ce Démogorgon, Lucas propose de lui envoyer une boule de feu. Et comment le Démogorgon est battu à la fin de la saison? C'est Jonathan qui utilise un briquet pour enflammer justement le Démogorgon. Donc dès la première scène, on aurait pu savoir tout ce qui allait se passer durant la saison. Et vous allez voir en général, dès le premier épisode de chaque saison, on a en gros toute l'histoire qui est spoilée. Bon, justement, si on avance un peu, après cette partie de Donjons et Dragons, Dustin propose à Will de faire une course de vélo. Et celui qui gagne pourra prendre la BD de son choix chez l'autre. Donc au final, ils font la course entre les deux et on voit que Will finit par gagner Dustin. Et justement, Will dit: Tu dois me donner ton numéro 134 de X-Men. Et le numéro 134 des X-Men, c'est pas un comics au hasard, bien au contraire. En effet, c'est dans ce numéro que Jean Grey, la puissante médium des X-Men, devient Dark Phoenix, qui est en fait un être cosmique avec des pouvoirs psychiques dangereux et instables. Et c'est quand même un gros clin d'œil à 11, qui aura justement des pouvoirs psychiques instables et dangereux. D'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que justement, dans ce comics, on voit Dark Phoenix qui attaque exactement de la même manière que 11 contre le Démogorgon. Si je vous demande quel est le premier plan de la saison 1 de Stranger Things, si vous le savez, vous êtes vraiment très fan de la série, mais en fait, le premier épisode de la série, il s'ouvre avec un ciel étoilé au-dessus du laboratoire. Et en fait, cette introduction, c'est une référence à la scène d'intro de E.T., puisque E.T. s'ouvre exactement de la même manière avec un ciel étoilé. Et si vous pensez que c'est un hasard, dans Stranger Things, la première image du groupe d'amis, c'est lorsqu'ils font une partie de Donjons et Dragons, comme on l'a vu, et ils mangent des pizzas en même temps. Et c'est exactement la même chose dans E.T. On voit le groupe d'amis qui fait une partie de Donjons et Dragons. Donc c'est quand même deux scènes extrêmement similaires. Bon, si maintenant on avance un petit peu plus et qu'on va vers l'épisode 3 de la saison 1, vous vous souvenez, Barbara a disparu et Nancy commence un peu à s'inquiéter. Et justement, vu qu'elle est inquiète, à un moment, elle demande à une pote de sa classe: est-ce que tu as vu Barbara? Et cette pote lui répond que bah non, pas du tout. Ce qui est logique vu qu'on sait ce qui lui est arrivé. Mais regardez bien ce qu'on peut voir derrière Nancy, une affiche avec écrit Nevermore, soit en français
plus jamais. En plus, on voit vraiment la tête de Nancy qui se décale, laissant apparaître ce mot Nevermore, donc plus jamais, comme si justement c'était un message caché pour nous dire qu'elle ne verrait plus jamais Barbara. Et vous allez voir, vu le nombre de détails cachés tout au long de la vidéo, c'est clairement pas un hasard et c'est sûrement un message caché de la part des réalisateurs. Au final, Nancy finit par appeler la mère de Barbara pour lui demander si elle l'a vue, et quand elle comprend qu'elle n'est pas rentrée chez elle, Nancy finit par inventer un mytho et elle lui dit qu'elle doit sûrement être à la bibliothèque. Et le truc c'est que quand elle dit ça, elle a en fait complètement raison puisque Barbara est bien à la bibliothèque, mais dans la bibliothèque du monde à l'envers. En effet, un peu plus tard dans la série, lorsqu'on voit Joyce et Hopper dans le monde à l'envers, où est-ce qu'ils finissent par trouver Barbara? Dans la bibliothèque. Donc en fait, quand Nancy disait ça, elle avait complètement raison. Bon là, on vient de voir des détails cachés vraiment subtils, mais il y en a quand même des plus évidents dans la série, parce que par exemple, lorsque 11 s'amuse à faire voler des objets avec ses pouvoirs dans le sous-sol de Mike, qu'est-ce que c'est cet objet juste là? Évidemment, c'est le vaisseau le plus légendaire de l'univers Star Wars, puisqu'il s'agit du Faucon Millenium, donc petite référence plutôt sympa à Star Wars. Dans l'épisode 2 de la saison 1, lorsque Mike, Dustin et Lucas débattent sur les origines de 11, Lucas dit qu'elle pourrait venir de l'hôpital psychiatrique de Penhurst. Pour moi, elle s'est échappée de Penhurst. C'est quoi ça? La maison de fou dans le comté de Curley. Et le truc c'est que dans la saison 1, quand il dit ça, on se dit ok, bon. Mais en fait, ce qui est fou, c'est que dans la saison 4, justement cet hôpital psychiatrique de Penhurst, ça devient littéralement un décor de la série, puisque c'est là où Nancy et Robin finissent par se rendre pour rendre visite à Victor Krill. Et c'est fou de se dire que Lucas en parle une fois dans la saison 1, pendant la saison 2 et 3, il y a rien, et au final ça devient un vrai décor dans la saison 4. Bon, justement, en parlant de toutes ces saisons, maintenant on va aller faire un petit tour du côté de la saison 2. Au tout début de la saison 2, on voit Mike, Dustin, Will et Lucas qui vont à la salle d'arcade, et on voit qu'ils se donnent à fond sur le jeu Dragon Slayer, et on voit qu'ils sont tellement à fond qu'ils essayent de trouver par tous les moyens de l'argent pour jouer. On voit par exemple que Mike vole sa sœur, et en fait en me renseignant un peu, j'ai vu que ce jeu Dragon Slayer, apparemment à l'époque c'était un jeu qui était très cher sur la borne d'arcade, il était super difficile, ce qui expliquerait pourquoi ils doivent amasser autant d'argent. Et d'ailleurs dans cette scène on voit Dustin et Lucas qui se battent pour sauver la princesse Daphné, et au final Dustin finit par perdre, et Lucas dit qu'il va la conquérir, et c'est exactement ce qui se passe dans cette saison, parce qu'à la base tous les deux sont en crush sur Max, mais au final c'est Lucas qui va passer devant Dustin, et le pauvre Dustin il finit encore tout seul. J'apprends l'espagnol gratuitement avec Duolingo. Me encanta la playa. I wanna talk on a flop, flop. Okay, she wanna talk on a D'ailleurs, si on reste dans la salle d'arcade, lorsque les amis voient pour la première fois le nom de Mad Max, qui est donc le pseudo de Max, on voit qu'elle a fait le meilleur score sur une borne d'arcade du jeu Dig Dug, qui est un jeu dans lequel on creuse des tunnels souterrains. Et des tunnels souterrains, ça vous rappelle pas quelque chose? En effet, encore une fois, c'est un spoil de la saison 2, puisque dans cette saison, vous vous rappelez forcément que sous la ville de Hawkins se trouve un énorme réseau de tunnels souterrains, qui au final est utilisé par le flagelleur mental. Et donc on a une référence à ça avec ce jeu, dans lequel il faut justement creuser des tunnels. Il y a un personnage dont on n'a pas encore parlé dans la vidéo, et pourtant c'est l'un des meilleurs personnages de la série, et l'un de mes préférés. Je parle évidemment de Hopper, et dans le premier épisode de la saison 2, lorsqu'on revoit Hopper, on voit sa secrétaire qui lui retire sa cigarette de la bouche, et en fait elle avait fait exactement la même chose dans la saison 1. Regardez, elle fait pareil, et du coup c'est marrant ce petit clin d'œil à la saison 2 dans la saison 1. Vous vous en rappelez sûrement, mais dans l'épisode 2 de la saison 2, on voit que c'est Halloween, et quand on voit cette scène chez les Byers, regardez bien, on voit Bob donner un caméscope à Jonathan, et ce caméscope, si on met pause et qu'on zoome un peu dessus, on se rend en fait compte que c'est le même que dans Retour vers le futur, lorsque justement Doc donne cette caméra à Marty pour filmer ses exploits. Et vraiment, si je vous mets les deux à côté, vous voyez, c'est le même modèle, et c'est une super référence à Retour vers le futur, et vous allez voir les références à Retour vers le futur dans Stranger Things, à chaque fois c'est quasiment les meilleurs détails cachés. Bon, forcément dans cette scène d'Halloween, il y a une référence qui est assez évidente sur le déguisement de Dustin, Mike, Lucas et Will, c'est qu'évidemment ils sont déguisés comme dans Ghostbusters, mais ce qui est un peu moins évident c'est le déguisement de 11, puisqu'en effet 11 elle veut se déguiser en fantôme, pour justement pouvoir se cacher et participer aussi à Halloween, mais ce déguisement de fantôme il est pas du tout là au hasard, parce qu'en effet dans E.T. les enfants déguisent exactement de la même manière E.T. Ils le déguisent justement en fantôme pour qu'il passe inaperçu. D'ailleurs, pendant qu'ils sont en train de faire Halloween, lorsqu'on voit cette scène de Mike et Will, où justement Mike est énervé de voir Max dans leur groupe d'amis, si on met pause et qu'on regarde bien derrière eux, juste ici, on peut voir un déguisement de Pac-Man. Si on avance un peu dans la saison, au final, Dustin finit par attraper Dart, cette petite bête super bizarre qui va finir par bien évoluer. Et justement, dans ce plan de la chambre de Dustin, juste là sur son mur, on peut voir un certificat. Et en fait, on remarque que c'est un certificat Ghostbuster. Et ce certificat, il a vraiment existé. Et il était en fait donné aux gens qui rejoignaient le fan club du film. Et dessus, on peut voir que c'est un certificat contre les activités paranormales. Et si on reste un peu dans les détails cachés dans les chambres, si on se dirige maintenant vers la chambre de Lucas, lorsqu'on voit Erika répondre à Dustin au talkie-walkie, si on met pause et qu'on regarde bien derrière elle, on peut voir cette fusée qui est en fait une maquette de la navette Challenger sur son bureau, et du coup ce qui montre que Lucas est un fan d'astronomie, mais vous allez voir, gardez bien en tête ce détail caché, parce qu'il va avoir un lien direct avec la saison 4. À un moment dans la saison, on peut voir que 11 est en train de regarder la télé, et qu'elle est en train de zapper différentes chaînes, et sur l'une des chaînes, on peut voir tout simplement la bande d'annonce de Terminator. Mais ce qui est marrant, c'est que 11 zappe juste avant qu'on entende Terminator, donc
comme ça au moins on était peut-être pas sûr. Mais là où on est sûr que c'est Terminator, c'est que dans le premier épisode de la saison 2, on voit que le film à l'affiche au cinéma, c'est tout simplement Terminator. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est qu'il y a une anecdote derrière ça, c'est que le premier épisode de la saison 2, il se déroule le 28 octobre 1984, et justement c'est ce week-end-là où Terminator était le plus gros succès au box-office. Il y a un autre personnage que personnellement j'adore dans Stranger Things, c'est Murray, et justement lorsqu'on le voit pour la première fois, on voit qu'il essaie de prévenir Hopper d'une menace, et justement, écoutez ce qu'il dit. J'ai à présent la conviction que des espions russes se trouvaient et se trouvent sûrement encore à Hawkins. Les espions russes. Il parle d'une invasion de Russes à Hawkins. Bon, quand on entend ça dans la saison 2, on se dit que c'est un personnage qui est juste un peu fou, on comprend pas vraiment ce qu'il veut et on dirait juste un complotiste, mais au final, qu'est-ce qui se passe dans la saison 3 ? Une invasion de Russes à Hawkins. Donc en fait, Murray avait prévenu tout le monde dès le début de la saison 2, mais personne l'a écouté et tout le monde l'a pris pour un fou, alors qu'en fait, il avait raison, juste il s'est trompé d'une saison quoi. Bon, là on vient de voir dans la saison 2 un clin d'œil à la saison 3, mais dans la saison 2, il y a aussi plein de clins d'œil à la saison 1, parce qu'en effet, à un moment dans cette scène du repas de famille, on peut entendre le père de Mike qui lui dit Tout le monde tague la porte des toilettes. Donc si un de tes copains se jette d'une falaise, tu comptes l'imiter? Bah oui, littéralement, il l'a fait dans la saison 1. Pour sauver Dustin, Mike avait sauté de la falaise. Bon, au final, heureusement, il avait été sauvé par 11. Mais donc oui, il l'a déjà fait. Et ça contredit bien son père, qui est peut-être l'un des pires personnages de la série. Il est vraiment horrible. Dans l'épisode 2 de la saison 2, cette fois, on voit que 11 reçoit une transmission en morse de Hopper. Parce que malheureusement, il est en retard, il est sur une grosse affaire. Et justement, quand 11 essaie de décoder son message en morse, si on regarde bien juste là le numéro du canal, on peut voir que c'est le numéro 11, évidemment. Vous le savez, dans cette saison 2, Will, il est assez tourmenté. Et on a cette scène marquante à un moment où Will voit sa porte d'entrée s'entrouvrir, avec une vision sur le monde à l'envers. Et en fait, c'est une référence à l'une des scènes les plus mythiques du film Rencontre du troisième type. Parce que vraiment, regardez, on voit cet enfant qui voit la porte entrouverte sur quelque chose de très étrange, exactement comme on le voit dans Stranger Things avec Will. Si on avance un peu plus loin dans la saison, et plus précisément dans l'épisode 5, lorsqu'on voit Hopper, Joyce et Bob qui s'échappent des tunnels sous Hawkins, on voit que Hopper finit par faire demi-tour pour récupérer son chapeau, et cette scène, ça nous rappelle forcément une scène mythique de Indiana Jones, et plus précisément dans le film Indiana Jones et le Temple Maudit, où justement il fait exactement la même chose, il se retourne pour récupérer son chapeau. Et c'est clairement pas le seul lien entre Hopper et Indiana Jones, parce que justement, un peu avant dans la saison, lorsque Hopper arrive pour la première fois dans les tunnels, on voit ce plan avec sa silhouette, et là vraiment la silhouette de Hopper ressemble énormément à celle de Indiana Jones. Vraiment, c'est son portrait craché, et c'est vraiment génial comme référence. Si on continue à avancer, à un moment on voit cette scène où Mike se précipite pour avertir le docteur Owens, et il hurle. Et leur parler, c'est un piège. C'est un piège, je dois aller les prévenir, c'est un piège. Et c'est en fait une référence à Star Wars, lorsque Leia tente d'avertir Luke que c'est un piège dans l'Empire contre-attaque. Et vraiment les scènes se ressemblent énormément. Il y a des références bien plus évidentes à Star Wars dans la saison 2, parce que vous vous rappelez sûrement de cet épisode, on voit que Kali, qui est donc la sœur de 11, lui apprend à gérer ses pouvoirs. Et avec ses pouvoirs, on a plein de références à Star Wars, parce que par exemple à un moment on voit que 11 étrangle Rey sur le sol de son appartement à distance, exactement comme le fait Dark Vador avec ses victimes. Et tout cet épisode autour de l'entraînement de 11, il ressemble énormément à l'entraînement de Luke sur Dagobah avec Yoda, où à un moment on voit Luke qui doit sortir son X-Wing du marais, et 11, elle doit déplacer un train pareil avec ses pouvoirs à distance. D'ailleurs Kali avertit 11 qu'elle devra affronter le docteur Brenner, tout comme Yoda dit à Luke qu'il devra affronter Dark Vador. Donc vraiment cet épisode c'est un énorme clin d'œil à l'Empire contre-attaque. Et d'ailleurs justement dans la saison 2 on découvre la sœur de 11 qui elle s'appelle 8 ou Kali. Et justement on voit plusieurs références à son numéro dans l'épisode 7 de la saison 2, parce qu'en fait on voit le numéro 8 de partout. Par exemple quand on voit la mère de 11 qui regarde la télé, on voit sur la télé le numéro 8, mais aussi dans cet entrepôt où on peut voir juste ici dans la pénombre une boule de billard géante avec le numéro. Vivez la magie de Tomorrowland avec Biscoff. POV, gagnez de l'argent sur Vinted en quelques secondes. Touchez des centaines d'acheteurs, même si vous débutez. 8. On arrive maintenant vers la fin de la saison 2, et dans l'épisode 9, on voit cette scène où Steve fouille dans la décharge, et qu'est-ce qu'il trouve? Une grande guirlande lumineuse, qui est en fait la guirlande de Joyce que l'on voit dans la saison 1. Vous le savez, c'est la guirlande qui lui permet de communiquer avec Will, et c'est marrant de la revoir juste ici dans les mains de Steve dans la saison 2, et on peut facilement passer à côté en vrai. Même si Stranger Things se déroule dans les années 80, on a une référence à Harry Potter, en tout cas c'est ce que beaucoup de fans pensent, parce que beaucoup voient la connexion télépathique entre Will et le flagelleur mental comme une référence avec le lien entre Harry Potter et Voldemort. En effet, les deux peuvent s'espionner mutuellement, et donc ils peuvent savoir où chacun se trouve, comme Harry et Voldemort. Et en plus, dans la partie de Donjons et Dragons, Will joue le rôle de sorcier. Est-ce que c'est un hasard? À la fin de la saison 2, on voit les retrouvailles entre Mike et Elf, et ils disent Tous les soirs pendant 153 jours.
Donc ça fait 353 jours qu'ils ne se sont pas vus, et si on fait 3 plus 5 plus 3, en effet, ça fait 11. Est-ce que c'est un hasard encore une fois? Peut-être, on sait pas. L'un des détails cachés les plus connus dans Stranger Things, c'est le fameux bracelet de Hopper. En effet, dans la saison 2, on apprend la tragique histoire de la fille de Hopper, et dans les scènes où on voit sa fille, on voit dans ses cheveux un petit chouchou bleu, et ce chouchou, Hopper le récupérera pour le mettre autour de son poignet, et le garder tout le temps auprès de lui. On le voit justement dans des scènes très importantes pour Hopper, où il est à bout, il serre fort justement ce petit chouchou autour de son poignet, et ce qui est beau, c'est qu'il y a toute une symbolique, puisqu'à la fin de la saison 2, Hopper adopte officiellement 11, et justement dans la scène finale de la saison, lorsque Mike et Elf sont au bal de promo, on voit cette fois que c'est elle qui a le petit bracelet bleu de Hopper, qui montre vraiment que c'est devenu la fille de Hopper. Et 11 gardera ce bracelet autour de son poignet dans la saison 3 et 4. Vous vous rappelez tout à l'heure, on a vu que Vecna était présent dès la saison 1, mais il est aussi présent dans la saison 2 de manière très subtile, parce qu'en effet dans l'épisode 7 de la saison 2, lorsque 11 discute avec sa sœur, on voit derrière elle un panneau un peu bizarre avec des néons. Ce logo il représente une main avec un œil à l'intérieur, et en fait dans le jeu Donjons et Dragons, la main avec un œil à l'intérieur, c'est en fait la marque de Vecna. Regardez, je vous mets un peu des images, on voit bien cette main avec cet œil à l'intérieur, et quand on voit maintenant cette scène, on se dit que Vecna était aussi présent dans la saison 2. Et enfin, pour terminer avec la saison 2, justement dans le dernier plan de la saison, on voit le lycée de Hawkins et la caméra qui finit par tourner pour justement montrer le lycée dans le monde à l'envers, et à ce moment on entend la chanson de The Police qui se nomme Every Breath You Take, mais justement les dernières paroles qu'on entend c'est... avec cette terrifiante image montrant que le flagelleur mental est toujours en vie. Et vraiment finir la saison sur « Oh, ne vois-tu pas que tu m'appartiens ?» c'est super flippant et en même temps ça annonce bien la suite. Bon, maintenant on va découvrir un peu les secrets de la saison 3. Déjà vous vous en souvenez, mais au début de la saison 3, Dustin revient de son camp scientifique et lorsqu'il arrive, il appelle ses amis en disant... Ici John Vander, je rentre à la base, vous me recevez à vous. Alors là, pour le coup, c'est une référence très niche à Star Wars. Parce qu'en effet, John Vander, c'est en fait un pilote dans l'Alliance Rebelle. Alors oui, c'est très niche. Mais vous inquiétez pas, il y a une référence bien plus évidente juste après à Star Wars. Parce qu'en effet, quand Dustin arrive chez lui, on voit que ses jouets prennent vie tout seuls. Et juste là, on peut voir un petit R2D2. Et là, pour le coup, je pense que tout le monde a la référence de R2D2, qui est l'un des meilleurs personnages de l'univers Star Wars. Et d'ailleurs, parmi les jouets, on peut aussi voir ce jouet, qui est en fait Optimus Prime de Transformers. Bon, vous le savez, dans la saison 3, Elf et Mike sont officiellement ensemble. Et ça, Hopper, il est pas forcément super content, voire même pas du tout. Il déteste Mike. Et justement, à un moment, Hopper réussit à les éloigner. Et il est tellement content de son coup qu'en partant en 4-4, il chante une chanson. Vous le savez, Hopper s'appelle Jim Hopper. Et dans cette chanson, justement, ça parle d'un certain Jim. Et en gros, dans la chanson, ça dit qu'il faut pas trop tester Jim, ce qui va plutôt bien avec la situation. Donc du coup, cette chanson qui s'appelle You Don't Mess Around with Jim est censée représenter Jim Hopper. Mais le problème, c'est qu'à la fin de cette chanson, Jim finit par mourir. Et qu'est-ce qui se passe à la fin de la saison 3? Je vous fais pas de dessin. Bon, au final, on sait la suite. Mais du coup, on aurait pu connaître la fin de la saison 3 en écoutant bien cette musique. Justement, si on reste un peu avec Hopper, dans l'épisode 1 de la saison 3, on lui voit demander des conseils à Joyce dans son magasin. Et lorsqu'il est assis, si on met pause sur cette scène, regardez bien sur l'étagère à droite, on peut voir une petite citrouille. Et si jusque-là on se dit, bon bah y a rien de fou, en fait c'est une référence assez touchante à Bob, parce qu'en effet la première scène qu'on voyait de Bob dans la saison 2, il parlait justement de citrouille et en prenait une, avant qu'on se rende compte qu'il était en fait en couple avec Joyce. Et vu qu'on sait que Bob est mort maintenant, c'est une belle référence à lui dans la saison 3. Toujours au tout début de la saison 3, à un moment on peut voir cette scène de Jonathan et Nancy qui ont oublié de se réveiller, et vu que Jonathan est complètement en panique, il essaie d'enfiler son pantalon mais il finit par tomber. Et cette scène elle vous rappelle pas quelque chose? Si je vous dis que c'est une référence à Retour vers le futur, vous l'avez. En effet dans Retour vers le futur, lorsque Marty se retrouve dans la chambre de sa mère et qu'il enfile son pantalon, il tombe exactement de la même manière. Donc c'est une référence incroyable à Retour vers le futur. De toute façon, je vous l'ai dit, vous allez voir, toutes les références à Retour vers le futur, elles sont incroyables, surtout dans la saison 4. Il y a une autre référence un peu plus évidente à ce film dans la saison 3, parce qu'en effet, quand le groupe va se cacher dans le cinéma, c'est quoi le film à l'affiche? Et évidemment, c'est Retour vers le futur qui est diffusé. Et d'ailleurs, quand ils sont à l'intérieur de la salle, on voit carrément cette scène légendaire où Doc montre pour la première fois à Marty son invention avec la DeLorean. Et d'ailleurs, il y a une référence plus subtile à Retour vers le futur dans cette scène, c'est que finalement, Dustin finit par sortir de la salle, et il tente de communiquer avec son talkie avec Mike, mais le problème c'est que son talkie finit par tomber en panne, exactement de la même manière que la DeLorean tombe en panne avec Marty. Et c'est vraiment génial ce lien entre les deux films. Et d'ailleurs depuis tout à l'heure on parle de Retour vers le futur, mais est-ce que vous savez que 11 et Max ont voyagé dans le temps? Alors là vous allez voir, on va voir un secret qui est incroyable, et qui est en fait plus une théorie qu'un secret, et une théorie qui serait en lien avec la saison 5. En effet il y a plein de fans qui pensent que dans la saison 5, l'histoire va tourner un peu autour du voyage dans le temps, parce qu'en effet à un moment on voit Henry Krill qui voyage dans le temps, donc apparemment la saison 5 parlerait de ça. Et si c'est vrai, ce détail caché pourrait être incroyable, parce qu'en effet dans l'épisode 2 de la saison 3, lorsque Dustin retrouve Steve au glacier, où il travaille maintenant, en arrière-plan, regardez bien, on peut voir ces deux grands-mères qui partagent une glace. Regardez, elles se partagent littéralement leur glace. Et un peu plus tard, qu'est-ce qu'on voit? Exactement la même chose avec 11 et Max, qui justement s'amusent au centre commercial et qui partagent leur glace de la même façon. Et donc d'après certains fans, ces deux vieilles dames en arrière-plan, ça serait en fait 11 et Max qui ont voyagé dans le temps pour justement revivre cette journée qu'elles aiment tant. Pour l'instant, c'est juste une théorie, et si c'est un vrai détail caché, c'est juste le meilleur de la série. D'ailleurs, toujours dans le glacier,
policiers. Lorsque cette fois on voit Erika, la sœur de Lucas, qui abuse à fond du fait de tester les glaces gratuitement. Si on regarde bien sur la caisse de Robin, on voit écrit E02, qui est en fait les initiales de épisode 2. Et en plus justement à ce moment-là on est dans l'épisode 2. Donc c'est sûrement une référence un peu méta cette fois, qui est en référence avec l'épisode lui-même. On vient de voir que 11 et Max s'amusent au centre commercial, mais juste avant ça, vous vous en rappelez sûrement, mais Max adore faire du skate. Et à un moment on voit justement 11 qui récupère le skate de Max, ce qui nous permet de voir dessous. Et on voit que ce skate il est de la marque Madrid. Et si je vous dis que c'est une référence à Retour vers le futur, vous me croyez? En effet, Marty McFly a aussi un skate de la marque Madrid. Donc encore une fois c'est une référence à ce film. Et bim, 0 frais bancaires à l'étranger. Et là tu dis que t'as pris la bonne décision en allant chez Revolut. Le chat est efficace contre les taches et respecte la peau. Le chat, la marque numéro 1, recommandée par les dermatologues. Et il y en a une encore plus évidente à Retour vers le futur, c'est lorsque Nancy et Jonathan font leur enquête, ils arrivent chez cette vieille dame, et qu'est-ce qu'on voit chez elle? Une horloge en forme de chat au mur, et elle est tellement particulière qu'on peut pas passer à côté, et on retrouve exactement la même horloge dans Retour vers le futur, dans l'atelier de Doc. Et je trouve ça vraiment trop bien, parce qu'en plus lui il est assez évident, donc on peut facilement le remarquer. Tout à l'heure, on a vu que Vecna était présent dans la saison 1 et dans la saison 2, mais il est aussi évidemment présent dans la saison 3, mais cette fois d'une manière très subtile, parce qu'en effet vous vous rappelez sûrement de cette scène où le groupe d'amis enferme Billy dans le sauna de la piscine, et justement à un moment, Billy voit une silhouette au loin, et il finit par se rendre compte que c'est un mannequin, et il l'attrape de cette manière, et c'est exactement la même manière que Vecna attrape ses victimes dans la saison 4. Et en fait selon beaucoup, à ce moment-là, Vecna aurait possédé Billy, et donc ça serait en fait Vecna qui est à l'intérieur, et il y a un autre détail qui montre ça et qui est complètement fou, c'est lorsqu'on voit cette scène, lorsque Billy se retrouve face à 11, il a l'air complètement choqué de la voir, et en fait c'est assez logique par rapport à l'histoire, parce que ce serait la première fois que Henry Krill, donc Vecna, revoit 11 depuis le laboratoire en 1979. Et c'est vrai que quand on pense que Vecna est dans Billy dans cette scène, ça change toute la scène. Si maintenant on va voir un détail un peu plus mignon de la saison 3, lorsqu'on voit 11 dans le centre commercial, lorsqu'elle est justement devant ce rayon, qu'est-ce qu'on voit derrière elle? Des gaufres de la marque Eggo. Et évidemment les gaufres Eggo c'est le plat préféré de 11 depuis le jour où Mike l'a accueilli chez elle et qui lui avait justement servi ses gaufres. Et depuis voilà forcément elle adore. Est-ce que vous vous souvenez de Alexei? Vous savez c'est ce russe que Joyce, Hopper et Murray finissent par kidnapper, mais au final il s'avère être super sympa. Et d'ailleurs il finit par adorer la culture américaine, à tel point qu'on a cette scène dans la fête foraine où justement il joue aux fléchettes. Et lorsqu'il finit par gagner, si on met pause sur cette scène, on voit plein de peluches de partout. Mais regardez bien, juste ici, on peut voir une référence aux Gremlins, puisqu'on peut tout simplement voir Gizmo. Juste avant d'arriver à la saison 4, qui cache énormément de secrets et qui sont littéralement les plus fous de la série. Pour finir avec la saison 3, l'un des secrets les plus connus de cette saison, c'est forcément dans l'épisode 6, on voit Hopper qui donne le numéro de téléphone de Murray, et si on appelle pour de vrai ce numéro, on entend ça. Hi, you have reached the residence of Murray Bauman. Mom, if this is you, please hang up and call me between the hours of 5 and 6 p.m. as previously discussed, okay? Donc un message de Murray plutôt marrant, et en vrai c'est plutôt drôle comme anecdote. Je sais que c'est un secret qui est assez connu, mais en même temps je pouvais pas ne pas le dire dans cette vidéo où on découvre les plus grands secrets de cette série. Juste avant qu'on découvre les prochains secrets, si vous aimez ce genre de vidéo où on découvre tous les secrets des plus grands films et des plus grandes séries, n'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Sur cette chaîne on découvre plein de secrets, détails cachés dans les films, mais aussi des théories et des scènes supprimées. Donc voilà, n'oubliez pas de vous abonner. En plus 80% des gens qui regardent cette vidéo ne sont pas abonnés à la chaîne. Imaginez si tout le monde s'abonnait, on atteindrait les 200 000 abonnés avant la fin de l'année. Donc merci infiniment à tous ceux qui s'abonneront. Bon, nous voilà maintenant dans la saison 4. Vous allez voir, les secrets ici sont complètement incroyables. Et vraiment, c'est pas des blagues, pour moi, ils ont mis les meilleurs secrets dans la saison 4. Déjà, pour commencer, dès le premier épisode de la saison 4, Max n'est vraiment pas bien, et elle se dirige vers les toilettes. Et à ce moment, Max finit par se regarder dans le miroir, et ça vous rappelle pas quelque chose? En effet, c'est exactement ce que faisait Will à la fin de la saison 1, juste avant que le flagelleur mental ne le possède. Sachant qu'il va arriver à peu près la même chose à Max dans la saison 4, mais en pire. Donc c'est sûrement un clin d'œil à la saison 1, mais ce qui est super important dans cette scène, c'est que si on met pause maintenant, et qu'on regarde bien juste à côté du miroir, on peut voir écrit juste là, see you, avec juste à côté deux yeux. Donc see you en français on pourrait le traduire par je te vois, et donc deux yeux qui regardent Max avec écrit je te vois. On dirait quand même un message caché de la part de Vecna, et c'est pas terminé, parce que si on avance un peu et qu'on met pause maintenant, juste en bas du see you, regardez ici, on peut voir écrit but do you see me, soit en français mais toi est-ce que tu me vois? Et là ça fait vraiment froid dans le dos, parce qu'on dirait clairement que Vecna fait passer des messages à Max, mais qu'elle ne les voit pas du tout, et je trouve ça vraiment terrifiant. Et d'ailleurs c'est assez touchant, mais en fait le fameux je te vois mais toi est-ce que tu me vois, il y a une réponse à ça un peu plus tard dans la série, mais cette fois avec Lucas, parce qu'en effet lorsque Lucas s'excuse auprès de Max de ne pas justement avoir vu ce qu'elle subissait, il dit I just didn't look hard enough, but I see you now. I see you.
Et on dirait vraiment que ce je te vois maintenant, je te vois, c'est une réponse au message dans les toilettes où justement ça demandait est-ce que tu me vois. Donc en fait il y a plein de messages un peu cachés avec ce tag et c'est vraiment génial. D'ailleurs toujours en référence avec les yeux, juste avant que Max n'entre dans les toilettes, lorsqu'elle se disputait avec Lucas au lycée, on pouvait voir juste derrière Lucas un œil de tigre en train de les observer, comme si Vecna était encore en train de les observer. Bon vous le savez, au final dans cette scène dans les toilettes, il se passe la première scène vraiment terrifiante de la saison 4, lorsqu'on voit Chrissy qui est en train de vomir dans les toilettes. Déjà premier détail caché, ce vomissement dans les toilettes de Chrissy, il ressemble quand même énormément au vomissement de Will à la fin de la saison 1, parce que justement il vomit un peu cette bête super bizarre, qui montre en fait qu'il est possédé par le flagelleur mental, et donc vu que Chrissy est en train de vomir, on sait que elle aussi elle est possédée, et on va vite s'en rendre compte pour le coup. Et lorsqu'on la voit vraiment complètement terrifiée dans les toilettes, on a des flashs lumineux, et si on met pause au bon moment, regardez bien sur la porte, encore une fois on peut voir deux yeux, avec en plus en dessous une sorte de bouche, ou alors c'est du sang, difficile à savoir, mais on a du coup ce retour des yeux qui observe Chrissy, qui est complètement terrifiée, donc clairement les yeux ça représente Vecna, on n'a aucun doute. Et pour finir avec cette scène, lorsque Chrissy finit par se calmer et qu'elle sort des toilettes, on entend la chanson I Was a Teenage Werewolf. Si on se dit qu'elle a été choisie un peu comme ça au hasard, dans Stranger Things, les musiques sont jamais choisies au hasard, vraiment jamais, parce qu'en fait, cette chanson précise, elle s'inspire d'un film d'horreur des années 50 du même nom, où un adolescent se transforme en monstre, donc le fait de se transformer en monstre, ça nous parle quand même plutôt bien avec Chrissy à ce moment-là. Il y a un secret dans la saison 4 qui est complètement fou, je pense que c'est le secret le moins connu de la série, et pourtant il est incroyable, c'est qu'en fait, en faisant mes recherches, j'ai vu que plusieurs personnes disaient que lorsque Max discute avec la conseillère d'orientation, la conseillère d'orientation aurait un collier avec une horloge. Le truc c'est que j'ai cherché et cherché dans cette scène, à aucun moment je vois une horloge sur la conseillère d'orientation, du coup je me suis dit que bon les gens avaient un peu imaginé cette scène, et en fait non, je suis tombé sur la bonne scène, lorsque la conseillère d'orientation vient chez Max, cette fois on voit bien qu'elle a un collier avec une horloge. Alors là vous allez me dire mais pourquoi tu nous parles de cette horloge? Et ben est-ce que vous vous souvenez de la marque de Vecna? C'est une horloge, et oui à chaque fois qu'il possède une personne, et qu'il va finir par tuer ensuite, les premiers avertissements c'est que la personne voit une horloge, et vraiment tout au long de la saison il y a cette symbolique de l'horloge qui revient à chaque fois, et là comme par hasard la conseillère d'orientation a un collier avec une horloge, sachant qu'en plus chacune des victimes de Vecna est passée justement par la conseillère d'orientation, qui est un peu une psychologue en fait. Donc elle a vu toutes les victimes, et c'est là qu'une théorie est apparue, et si cette conseillère au lycée était en fait une espionne de Vecna qui finit par lui livrer ses victimes. Et maintenant qu'on sait ça, je trouve ça incroyable, parce qu'on peut revoir la saison 4 avec un nouveau regard. Et autant dans la saison 5 on apprendra ça, je sais pas. En tout cas c'est un secret qui est incroyable, et je pense que c'est le secret le moins connu de la série. D'ailleurs en parlant de Vecna, vous savez son vrai nom à la base c'est Henry Krill, et justement dans le premier épisode de la saison, lorsqu'on voit Will qui est en cours, on voit cette fille qui lui fait un peu du rentre dedans, et si on met pause maintenant et qu'on regarde juste derrière Will, qu'est-ce qu'on peut voir marquer? Henry. Comme par hasard, et ça c'est bien avant qu'on apprenne que Vecna s'appelle en fait Henry Krill. D'ailleurs c'est bien avant qu'on apprenne l'existence de Vecna tout court. Et donc c'est vraiment super stylé de voir le nom Henry derrière Will, comme s'il était déjà présent depuis le début, tapis dans l'ombre, et qu'il observait un peu tout le monde. Aïe 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 aïe, la voiture. Là, vous êtes au fond du trou. Mais vous êtes chez Direct Assurance. Votre conseiller personnel vous accompagne pour résoudre rapidement votre sinistre. Vous avez choisi Direct Assurance. Vous avez assuré? Quand je rentre dans la cuisine, oh non, j'y crois pas. C'est quoi sur le mur? Tu refais la peinture? Ok, absorbe l'eau, la graisse et même l'huile d'olive. Mon amour, mais pourquoi tant de saleté? Une seule feuille et tout est ok. Toujours dans le premier épisode de la saison 4, vous vous rappelez sûrement de cette scène de Chrissy qui se retrouve dans les bois et qui voit cette horloge dans un arbre. Elle finit par voir le cadran se fissurer comme ça, avec des araignées qui finissent par sortir. Mais en fait cette fissure, elle est très précise, parce qu'en effet si on met pause et qu'on l'observe un peu, on voit 4 fissures qui rejoignent un point central, et c'est en fait exactement le même motif que lorsque Vecna ouvre les 4 portails à la fin de la saison, et que la ville de Hawkins est séparée par ces fissures géantes. D'ailleurs si on reste sur cette horloge, vous avez jamais remarqué qu'il y avait quelque chose qui était un peu bizarre avec? En effet regardez bien les chiffres, c'est des chiffres romains, on a donc bien le 1, le 2, le 3, mais si on regarde le 4, il y a quelque chose de bizarre, c'est que 4 en romain, normalement ça s'écrit IV, et donc ça s'écrit pas avec 4 I. Et du coup, pourquoi elle est comme ça? Et bah ça montre en fait que Vecna a besoin de 4 victimes pour justement ouvrir les 4 portails. Et donc en fait, chaque I représente une personne, et donc chacune de ses victimes. Et encore une fois, c'est un détail qui est anodin, et pourtant il est incroyable. D'ailleurs, toujours dans l'épisode 1 de la saison 4, quand on revoit 11 qui est âgée de 8 ans, regardez bien juste derrière elle, on voit une fissure vers le monde à l'envers, et en fait c'est un indice de ce qui se passera seulement dans l'épisode 7, lorsqu'elle finira par combattre 1, et qu'elle l'enverra dans le monde à l'envers.
et c'était un petit détail qu'on aurait pu repérer, mais au final on est quasiment tous passés à côté, et pourtant ça nous donnait vraiment un indice pour la suite. On l'a vu en général au début de chaque saison, on a l'histoire qui nous est dévoilée sans qu'on s'en rende compte, et c'est aussi le cas pour la saison 4, parce qu'en effet, vous vous souvenez de cette partie de Donjons et Dragons au tout début de la saison 4, on voit que Dustin tombe sur le numéro 11, du coup 11 qui représente donc Elf, et que justement avec ce numéro 11, il n'arrive pas à battre Vecna, ce qui est littéralement le cas dans la saison. 11 n'arrive pas à vaincre Vecna toute seule, et pour ça il faut donc l'arrivée de Erika, qui fait un 20 parfait, et ce 20 parfait, ça représente en fait l'union du groupe, donc de tous les membres du groupe, qui ensemble, avec 11, finissent par vaincre Vecna. Là pour le coup c'est beaucoup plus symbolique, mais le 11 du dé de Dustin, il nous met quand même bien la puce à l'oreille. D'ailleurs en parlant de cette partie de Donjons et Dragons, on apprend dans la saison 4 que Dustin et Mike font partie du Hellfire Club, et ce nom de Hellfire Club, il est pas du tout sorti de nulle part. En fait, c'est une référence aux X-Men, parce qu'en effet dans les comics X-Men, le Hellfire Club c'est en fait une société secrète d'élite qui s'oppose justement aux X-Men. Donc voilà, c'est une référence à eux, et ce que je trouve vraiment génial, c'est que du coup vous le savez sûrement, c'est que Eddie, qui est donc un peu le chef du Hellfire Club dans Stranger Things, il est interprété par Joseph Quinn, et Joseph Quinn, il a joué la Torche Humaine dans les 4 Fantastiques, sachant que dans un an, il y a le film Avengers Doomsday qui sort, et dans ce film, il y aura les 4 Fantastiques qui vont s'allier aux X-Men. Donc Joseph Quinn va retrouver les X-Men comme il est en lien avec dans Stranger Things. D'ailleurs, justement, en parlant d'Eddie, lorsqu'on voit cette scène où il est en train de lire un magazine qui en fait attaque les jeunes qui jouent à Donjons et Dragons, si on met pas sur ce magazine et qu'on zoome bien en haut à droite, regardez bien ce petit encart jaune. À l'intérieur, il y a écrit dedans NASA Fatal Mistake, ce qui peut donc se traduire en français par l'erreur fatale de la NASA. Et une erreur fatale de la NASA en 1986, il n'y en a pas 50, il y en a une seule, une qui a choqué le monde entier, puisqu'en effet c'est en 1986 qu'a eu lieu le crash de la navette Challenger. Mais vous en souvenez, dans la saison 2, je vous ai dit de vous rappeler d'un détail caché dans la chambre de Lucas. Et ce détail caché, c'était une maquette de la navette Challenger. Et donc là tout de suite on a le lien qui est fait entre la maquette dans la chambre de Lucas et le crash qui a eu lieu quelques années après et qu'on revoit sur le magazine d'Eddie. Encore une fois, tout est lié. Bon, si on avance un peu dans l'épisode, à un moment on voit cette scène où Dustin appelle Steve, et si on met pause et qu'on regarde bien juste ici, on peut voir une petite écriture avec écrit E.T. phone home, ou en français E.T. téléphone maison. Donc une référence géniale à E.T. Ça fait longtemps qu'on n'en avait pas eu. D'ailleurs, si on reste avec Dustin, lorsqu'il se rend au vidéoclub avec Max pour aller voir Steve et Robin, si on met pause sur cette scène, regardez bien derrière Max. On voit une pancarte représentant Freddy Krueger, qui vient donc du film d'horreur Les Griffes de la Nuit. Bon, jusque là vous allez me dire ok, c'est une référence sympa mais sans plus. Mais en fait ce qui est assez fou, c'est regardez bien le cadrage. Regardez comment Freddy Krueger est juste derrière Max, comme s'il l'observait et qu'il allait l'attaquer. Et encore une fois, ça nous rappelle quand même bien ce qui va se passer par la suite, où justement Max va se faire attaquer par Vecna. Et donc c'est clairement pas anodin. Autre petit secret qui est assez peu visible, à part si vraiment vous êtes des fans de la série, c'est que vous vous rappelez sûrement, mais dans la saison 4, Lucas intègre l'équipe de basket du lycée, et du coup il devient un peu bizarre. Et justement dans l'épisode 2 de la saison 4, on voit le local de l'équipe de basket où Lucas joue, et on voit au-dessus de ce local marqué Benny's Burger. Et en fait le Benny's Burger, c'est le restaurant dans lequel 11 avait mangé son premier burger dans la première saison. Vous vous rappelez, elle avait été accueillie par ce monsieur, et bah forcément vu qu'il est décédé, le restaurant est abandonné aujourd'hui, et il a été récupéré par l'équipe de basket pour s'en servir comme local. Et donc c'est marrant ce lien entre la saison 1 et la saison 4, et en vrai c'est super discret. Autre petit détail super discret, mais cette fois faut se diriger vers la Californie, parce que vous vous rappelez sûrement dans la saison 4, Joyce, Will, Jonathan et 11 se retrouvent en Californie, et Mike vient y passer des vacances. Mais justement dans cette scène dans leur chambre, si on met pause et qu'on regarde bien juste derrière Jonathan, on peut voir cette affiche contre le mur avec écrit dessus Rem Murmure, qui est un vrai groupe de rock des années 80, mais c'est aussi quand même un lien direct avec ce qui se passe à Hawkins, parce qu'en effet Rem c'est aussi les initiales de Rapid Eye Movement, donc qui veut dire mouvement oculaire rapide, et évidemment ces mouvements d'yeux, c'est les mêmes que dans l'épisode final de la saison 4, quand 1 explique ses origines, on le voit faire ses mouvements d'yeux lorsqu'il remonte le temps grâce à ses pouvoirs. Encore une fois, tout est lié. D'ailleurs très rapidement, toujours dans leur chambre en Californie, lorsqu'on voit Mike assis sur le lit comme ça, si on met pause et qu'on regarde derrière lui, on peut voir une affiche des Dents de la Mer. Et toujours dans leur chambre en Californie, il y a une autre affiche qui est un peu moins connue cette fois, puisque juste là, si vous observez bien, on peut voir une affiche de Conan le Barbare. Et là, vous allez me dire, bon ok, c'est bien sympa, c'est pas non plus le film le plus connu, y a pas grand monde qui a la référence, pourquoi tu nous parles de ça? Et bah justement, parce que si on avance vers la fin de la saison, lorsque Hopper va se battre contre le Démogorgon en Russie, il attrape une épée par terre, et vous l'aurez sûrement deviné, mais cette épée, c'est exactement la même que celle de Conan le Barbare. Regardez, si je vous mets les deux à côté, c'est vraiment les mêmes. D'ailleurs, maintenant, si on se dirige vers la chambre de 11, on peut voir juste là, derrière Mike, sur son mur, l'ancien insigne de police de Hopper. On reconnaît bien que c'est un insigne de police, et on se doute bien que c'est celui de Hopper, forcément. Sinon, pourquoi il aurait ça dans sa chambre? Bon, si maintenant on avance un peu dans la saison, vous vous rappelez sûrement du moment où Nancy et Robin vont à l'hôpital psychiatrique. Et justement, elles vont là-bas pour rencontrer Victor Krill, qui est donc le père d'Henry Krill. Et déjà, le premier secret en lien avec ce personnage, c'est qu'il est interprété par Robert Englund. Et Robert Englund, c'est l'acteur qui joue Freddy Krueger,
comme on a vu la référence tout à l'heure. Bon, jusque là on se dit bon, ok, mais en fait ce qui est génial c'est que juste avant de le rencontrer, lorsque Nancy et Robin descendent ces escaliers et qu'on met pause maintenant, regardez bien le panneau juste à gauche. Si vous lisez bien ce qui est écrit dessus, on peut voir que différentes choses sont interdites à l'intérieur, et on peut notamment voir que les couteaux et les aiguilles sont interdits, sachant que les armes de Freddy Krueger c'est des couteaux et des aiguilles, et que l'acteur qui interprète le personnage qu'elles vont voir est l'acteur de Freddy Krueger. Encore une fois, c'est pas un hasard, mais en vrai c'est quasiment invisible. D'ailleurs, il y a un autre détail caché encore un petit peu avant dans cette scène, et qui lui aussi est quasiment invisible, que lorsque Nancy et Robin entrent pour la première fois dans l'hôpital psychiatrique, à ce moment-là on voit que ce monsieur leur parle de musique, et justement si on met pause et qu'on regarde bien le tableau derrière eux, on peut voir que chacun des titres qui sont écrits ici sont en lien avec les rêves ou la nuit. Ça pour le coup c'est un secret qui est un peu connu, mais ce qui est moins connu c'est que ces musiques elles représentent aussi un peu l'histoire de Nancy, parce qu'en effet la chanson I'll See You in My Dreams raconte l'histoire d'un ancien amant que la chanteuse aime encore, ce qui nous fait quand même bien penser à l'histoire de Nancy et Steve. Et on peut aussi voir la chanson Red Sails in the Sunset, qui est en fait une chanson dans laquelle la chanteuse espère le retour de son ancien amour. Encore une fois, Nancy, Steve, alors est-ce que c'est un hasard? Je sais pas. En tout cas c'est quand même assez fou que Nancy soit devant ces musiques à ce moment-là. Bon là on arrive à l'un des moments les plus marquants de la saison, lorsque 11 affronte 1, et là il y a plein de secrets très cool dans cette scène. Déjà vous l'avez peut-être remarqué, mais lorsque 11 utilise ses pouvoirs, elle utilise sa main droite, alors que 1, lui, utilise sa main gauche. Et sachant que dans plein de cultures, le côté gauche est considéré comme un peu le côté sombre, celui qui est associé au mal et à la malchance. Donc le fait que 1 utilise sa main gauche, c'est pas un hasard encore une fois. Et d'ailleurs, toujours dans cette scène de combat entre 11 et 1, regardez bien derrière eux, on voit des arcs-en-ciel, mais si vous regardez bien du côté de 11, on voit que l'arc-en-ciel est normal, alors que si on regarde du côté de 1, cette fois l'arc-en-ciel est à l'envers, et parce que justement 1 représente le monde à l'envers. Et encore une fois, au premier visionnage, on le voit pas du tout, mais une fois qu'on l'a vu, on le voit directement. Dans la saison 4, on va aussi chez un nouveau personnage qui se nomme Suzy, et qui est donc la petite amie de Dustin. Et dans sa chambre, il y a pas mal de petites références assez cool, parce que par exemple, regardez juste derrière elle, ici, on a une affiche du Magicien d'Oz, donc déjà une première référence assez cool. Et cette fois, si on met pause maintenant, regardez juste là, on peut voir une affiche des Muppets, et d'ailleurs on peut en revoir une juste ici, une autre affiche des Muppets, montrant que donc Suzy est fan des Muppets. Et donc voilà, ça fait un petit lien avec Disney. Forcément, il fallait que je fasse un lien avec Disney dans cette vidéo, c'est obligé. Étant donné qu'à la base, sur cette chaîne, on parle de l'univers Disney et Pixar. Autre petite référence assez visible, et cette fois du côté du vidéo club. Parce qu'en effet, regardez bien, juste ici, derrière Steve, on peut voir un petit comptoir qui représente Indiana Jones et les aventuriers de l'Arche perdue. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu de référence à Star Wars, et il y en a une très très cool. Et pour ça, il faut se diriger vers la scène où on voit 11 et le Dr Owens, lorsqu'il lui dit qu'elle est indispensable pour gagner la guerre contre Vecna. Et justement, le Dr Owens dit: parce que je pense que tu es notre meilleur espoir. Notre seul espoir. Qui est une référence assez évidente au message de la princesse Leia pour Obi-Wan Kenobi dans Star Wars épisode 4. Au secours, Obi-Wan Kenobi. Vous êtes mon seul espoir. D'ailleurs, il y a Dustin qui fait une référence très cool au meilleur personnage de Star Wars. Je parle évidemment de Han Solo. Puisque lorsqu'il fait une partie de Donjons et Dragons, Dustin dit: Never tell me the odds. Et Han Solo dit exactement la même chose. Never tell me the odds. Bon, si on continue d'avancer un peu dans la saison, vous vous rappelez sûrement de la scène où le groupe se retrouve à l'armurerie. Vous vous rappelez à ce moment-là, les membres du club de basket veulent retrouver à tout prix leur groupe. Et justement, ça, on peut le voir dans le magasin. Parce qu'en effet, regardez bien, juste ici, on peut voir des avis de recherche qui ont été posés par Jason et ses potes. Et justement, c'est un avis de recherche pour les membres du Hellfire Club. Et notamment pour Eddie. Bon, on n'a pas encore trop parlé du moment où Hopper se retrouve en Russie. Mais justement, vous vous rappelez sûrement que là-bas, tout le monde l'appelle l'américain. Et depuis le début, on se dit, il l'appelle comme ça, parce qu'il est américain. C'est le seul là-bas. Mais en fait, c'est pour une autre raison qu'il l'appelle comme ça. Parce qu'en effet, sur son uniforme, si on traduit le mot russe juste ici, ça ne veut pas dire Hopper, mais ça veut dire américain. Donc en fait, c'est pour ça que tout le monde l'appelle l'américain, parce que c'est littéralement ce qui est marqué sur son uniforme. Du coup, c'est plutôt marrant comme détail caché. Dans la saison 4, vous vous rappelez, Eddie doit à tout prix se cacher, parce que justement, comme on l'a vu, Jason et ses potes le cherchent, et s'il le trouve, ça va mal se passer. Et à un moment, Max lui donne un masque du film Halloween. Donc déjà, on a une référence au film Halloween, mais c'est surtout une référence à la saison 2, parce que dans la saison 2, lorsque Max rejoignait Mike, Dustin, Lucas et Will à Halloween, elle portait exactement le même masque. Et du coup, c'est marrant, elle a gardé ce masque, et au final, aujourd'hui, elle finit par le prêter à Eddie pour le cacher. Mais avant justement que le petit groupe retrouve Eddie, il se planquait un peu là où il pouvait, et à un moment il disait qu'il était à School Rock. Il était en fait sous un rocher représentant un crâne, et personnellement quand je vois ça, étant donné que je suis un fan de l'univers Disney et de Disneyland Paris, je peux pas m'empêcher de voir une référence à Disney, parce qu'en effet School Rock, c'est un endroit qui est présent au pays imaginaire dans Peter Pan, donc déjà ça pourrait être une référence à Peter Pan, et en plus de ça School Rock c'est aussi présent à Disneyland Paris, parce que si vous êtes déjà allé là-bas, à Adventureland vous êtes forcément tombé sur ce crâne, qui se nomme justement School Rock. Et donc là peut-être qu'on a une référence à Disney. En tout cas moi j'ai envie d'y croire. Vous connaissez sûrement le film Ça, qui parle d'une histoire d'un clown. Et bien il y a une référence très subtile dans la saison 4 à ce film. Parce qu'en effet si vous avez pas vu le film, en gros ce clown revient tous les 27 ans dans la ville de Derry. Et justement dans Stranger Things, il y a une référence à ça. Puisqu'il y a 27 ans qui séparent le moment où Henry tue sa famille en 1959 et lorsqu'il revient à Hawkins en 1986. Donc 27 ans comme par hasard. Et en plus de ça, lorsque Vecna attaque Patrick, la montre de Eddie s'arrête. Et justement ils disent:
9h27. La même heure à laquelle nos lampes ont lâché. D'accord. C'est sûrement pas un hasard. Depuis le début, on a un peu évoqué Eddie, mais on n'a pas vu des secrets en lien direct avec lui. Pourtant, à mes yeux, c'est le meilleur personnage de la saison, et au final l'un des meilleurs de la série. Mais justement, vous vous souvenez sûrement de la guitare d'Eddie, il l'aime énormément, et si on regarde d'un peu plus près cette guitare, vous avez jamais remarqué qu'elle est noire avec des sortes d'éclairs rouges, sachant que des éclairs rouges, ça nous fait quand même pas mal penser au monde à l'envers, où il y a toujours des éclairs justement rouges, et en plus au final, Eddie finit par emmener cette guitare dans le monde à l'envers, donc c'est quand même peut-être pas un hasard. Et si votre dressing pouvait financer votre prochain coup de cœur? Sur Vinted, tous ces vêtements valent de l'or. Prenez une photo, publiez, vendez et expédiez ces talons que vous ne portez plus, ces robes que vous n'aimez plus et ces sacs qui traînent dans un coin. Ils pourraient vous permettre de vous offrir ce superbe sac que vous avez repéré. C'est simple, rapide et sans frais de vente. Faites de la place pour vos prochains achats. Vendez sur Vinted et redonnez une nouvelle vie à vos affaires. Quand on est parent, on a tendance à toujours vouloir en faire plus pour son bébé. C'est bon, il vient bien du sud-ouest. Ok, et ça te dit qu'on aille vérifier s'il est bien fabriqué juste à côté? Notre lait est bio et sans huile de palme. Et en plus, il est collecté et fabriqué dans le sud-ouest pour une empreinte carbone réduite. Pour votre bébé, c'est naturel d'en faire plus. Et justement, en ce moment où Eddie fait ce solo de guitare dans le monde à l'envers, c'est à mes yeux la meilleure scène de la saison 4, elle est juste incroyable, avec Dustin juste à côté, littéralement mes deux personnages préférés de la série, avec Hopper et Joyce aussi, et Murray, ouais en fait j'aime tout le monde. Et justement, il y a un secret en lien avec cette scène légendaire, c'est que Eddie interprète la chanson de Metallica Master of Puppets, et cette chanson elle parle de quoi? De manipulation et de lutte contre le mal. Encore une fois, les réalisateurs n'ont pas choisi cette musique au hasard. Et d'ailleurs, ce qui est drôle, c'est qu'au tout début de la saison 4, on aurait pu savoir qu'il allait interpréter cette musique, parce qu'en effet, dans cette scène où ils sont en train de faire une partie de Donjons et Dragons, si on met pause maintenant et que vous regardez bien le bras d'Eddie, on voit ce tatouage avec justement une main qui est en train de manipuler un monstre, qui représente donc très bien le thème de la musique, qui est donc la manipulation et la lutte contre le mal. Je parle donc d'un monstre qui est manipulé, donc vraiment c'est carrément lié. Et c'est pas le seul détail caché dans les tatouages d'Eddie, il y en a un qui est juste complètement fou et en même temps un peu triste, c'est que toujours dans cette scène de Donjons et Dragons, si on met pause maintenant et que vous regardez bien juste là sur son avant-bras, on peut voir un tatouage avec des chauves-souris, et là si vous vous rappelez la saison 4, ça va vous parler, puisqu'en effet vous savez comment ça se finit pour Eddie. Et donc dès le premier épisode de la saison 4, on pouvait savoir comment ça allait se terminer avec Eddie. D'un côté c'est triste, en même temps c'est un détail caché qui est incroyable. Et pour rester un peu dans les détails tristes, juste avant de mourir, Eddie dit à Dustin et en fait c'est une référence au fait que Eddie voyait le club du Hellfire un peu comme un refuge, et même au début de la saison, il avait dit à Mike et Dustin I knew at the moment I saw him. He sat on that table right over there, looking like two little lost sheep. Donc c'est vraiment super touchant cette petite phrase à la fin, et c'est en lien direct avec le début de la saison. Dans la saison 4, vous vous rappelez sûrement de cette scène, lorsque le Sullivan et ses hommes prennent d'assaut l'installation Nina, où se trouve justement 11, et cette scène ressemble plan pour plan à l'une des premières scènes de Star Wars épisode 4. Regardez bien, je vais vous mettre des plans juste à côté. Déjà, les hommes prennent d'assaut l'installation en faisant sauter la porte, comme dans Star Wars. Ensuite, il y a une fusillade qui se crée dans le couloir, avec pas mal de vapeur, exactement comme dans Star Wars. Et à la fin de la scène, on voit Sullivan qui parcourt le couloir, comme Dark Vador parcourt le couloir au milieu des Stormtroopers. Donc vraiment, les deux scènes se ressemblent énormément. D'ailleurs, il y a une référence qui, elle, pour le coup, est sûre à 100%, et elle est cette fois de la part de Murray, parce qu'en effet, quand Joyce, Hopper et Murray arrivent à la prison russe, on entend Murray qui dit ça. I don't know, Jim, I got a bad feeling about this. Et en fait, c'est une réplique assez mythique des films Star Wars, où il y a plein de personnages qui disent justement cette phrase. On arrive à la fin de la saison 4, vers l'une des scènes les plus marquantes, lorsque Vecna réussit à ouvrir tous les portails vers le monde à l'envers. Et si vous regardez bien, toutes les fissures dans le sol, elles convergent vers un point précis de la ville. Regardez bien juste là, la tour de l'horloge. Et vu comment les horloges ont une grande importance dans la saison 4, c'est clairement pas un hasard. Forcément, depuis le début, il y a des horloges, donc le fait que tout converge vers une horloge, c'est logique, mais derrière ça il y aurait une énorme référence aussi, parce qu'en effet d'après certains ce serait une référence à Retour vers le futur, parce qu'en effet vous vous en souvenez sûrement, mais l'horloge de Retour vers le futur c'est le point central de la ville, pour justement récupérer beaucoup d'énergie, pour permettre à Marty de retourner chez lui dans le futur, à bord de sa DeLorean, et donc c'est vraiment un point central pour l'énergie, exactement comme c'est le point central d'énergie dans Stranger Things, et donc c'est sûrement pas un hasard. D'ailleurs dans la saison 4, le numéro 4 a une très grande importance, et on n'y fait pas forcément attention, mais vraiment le chiffre 4 il est de partout, que ce soit le nombre de coups de l'horloge de Vecna qui sonne
4 fois, le nombre de victimes de Vecna qui est au nombre de 4, le numéro de la saison forcément, la saison 4, mais aussi que les personnages sont séparés en 4 groupes durant toute la saison. D'un côté on a Joyce, Hopper et Murray, on a Will, Mike, Jonathan et Argyll, on a Nancy, Robin, Dustin, Erika, Eddie, Steve, Max et Lucas, et enfin on a 11, Brenner et Owens. Donc le numéro 4 est super présent, et d'ailleurs sur l'affiche de la saison 4, est-ce que vous savez que vous aviez toute l'histoire qui était écrite sous nos yeux, et pourtant personne l'avait remarqué. En effet, regardez bien l'affiche, déjà on revoit bien les 4 chemins avec les 4 groupes de personnes, qui sont tous séparés. Et ce qu'on voit surtout sur cette affiche, et qui est assez énorme, c'est qu'au centre on voit bien les 4 fissures qui vont déchirer Hawkins en un seul point au milieu, qui sera donc de la tour de l'horloge au milieu de la ville. Et donc en fait sur l'affiche de la saison 4, on avait toute l'intrigue de la saison, et pourtant personne ne l'avait remarqué. Autre détail caché un peu plus mignon cette fois, qui est une discussion entre Max et Lucas qui rappelle en fait une discussion entre eux dans la saison 2. Parce qu'en effet dans l'épisode 7 de la saison 4, quand Lucas demande à Max s'il fait partie de son plus beau souvenir, elle lui répond It's presumptuous of you. et elle avait dit exactement la même chose à lui et Dustin dans la saison 2. That's presumptuous of you. Bon ça y est, on arrive à la toute fin de la saison 4, lorsque 11 rentre chez elle, et justement dans le dernier épisode de la saison 4, et justement on voit que 11 ferme sa porte en la laissant un peu entrouverte. En fait ça c'est un détail caché dans toute la série, parce qu'en effet quand elle était jeune, Hopper lui avait demandé 7 cm minimum. Et au final, elle a gardé cette habitude depuis. Et d'ailleurs, ce qui est touchant, c'est que dans sa chambre, elle retrouve aussi 7 bouteilles de coca, avec laquelle elle s'amusait avec Max grâce à ses pouvoirs au début de la saison 3. Et donc, c'est plein de petites références très touchantes. Et enfin, pour terminer, dans le dernier plan de la saison 4, et donc le dernier plan qu'on a vu à l'heure actuelle, on voit tous les héros face au mal qui se répand. Et ça nous fait quand même énormément penser à Star Wars épisode 5, lorsque les héros sont vaincus et se préparent à combattre le mal. Les deux scènes se ressemblent énormément, et personnellement j'ai très hâte de savoir ce qui va se passer à la saison 5. Et si vous aimez ce genre de vidéos autour des secrets, des détails cachés, des théories et des scènes supprimées des films, je vous conseille d'aller voir ma vidéo sur les théories les plus terrifiantes des films Disney. Encore une fois, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. N'hésitez pas non plus à laisser un petit pouce bleu, un commentaire et un partage, ça soutient énormément la chaîne. Et moi, comme d'habitude, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Kid Valou, ciao. Être manager d'Inox, c'est survivre à l'étranger. Sans frais. Sans frais? Ouais. Revolut, payer à l'étranger sans frais. Bien joué, manager.